Bonsoir et bienvenue à tous, ravi de vous accueillir dans votre club de 28 minutes. Ils ont franchi bien des épreuves pour atteindre ce plateau. Ce sont nos clubistes, journalistes, essayistes, économistes, dessinateurs. Ils vont analyser l'actualité de la semaine. Au menu de ce soir, une mobilisation sociale pour protester contre les efforts que le gouvernement veut demander aux Français dans le prochain budget. Les syndicats lancent un ultimatum au Premier ministre. Si d'ici le 24 septembre, il n'a pas répondu à leurs revendications, les organisations syndicales se retrouveront pour décider très rapidement d'une nouvelle journée de grève et de manifestation. Alors comment Sébastien Lecornu peut-il répondre à ces exigences? Pouvoir d'achat, justice fiscale, réforme des retraites, le nouveau Premier ministre peut-il lâcher du lest? On en débattra. Puis nous accueillons notre invitée de la semaine, éditrice Chloé Verlac s'attache à faire vivre l'œuvre de son compagnon, le dessinateur Tinius, assassiné dans l'attentat de Charlie le 7 janvier 2015. 10 ans après, encore et toujours, Tinius manifeste. C'est le titre d'une superbe exposition hommage à laquelle participent une quinzaine d'artistes, de Catherine Meurice à Robert Guédiguian. Et en fin d'émission, nous retrouverons l'étrange mais sympathique David Castello-Lopez. Salut David. Bonjour Renan. De quoi vous nous parlez ce soir? Je vais vous parler d'un gros poisson, un très gros poisson qui a l'air méchant mais qui n'est pas tant que ça, qui s'appelle le silure. Ouf, on verra ça. À tout à l'heure David. Voilà donc le programme du Club de 28 minutes, ça commence tout de suite. Bonsoir Marjorie Adelson. Bonsoir Renaud. Ça va Marjorie? Merveilleusement bien. Bienvenue. Frédéric Seiz, bienvenue à vous aussi. Bonsoir Renaud. Quelle doublette magique. Bon, je suis bien entouré. Ah oui, je suis bien entouré, dites donc. Laetitia Stroche-Bonnard en personne. Salut Laetitia. Bonsoir. Bienvenue Laetitia. Je rappelle que vous êtes essayiste et journaliste et le titre de votre dernier livre, La gratitude, récit politique d'une trajectoire inattendue, est paru aux éditions de l'Observatoire. À vos côtés, Thomas Porcher. Salut Thomas. Salut, bonsoir. Bienvenue Thomas, économiste, membre des économistes atterrés, professeur à la Paris School of Business. Et vous, votre dernier livre s'intitule Le vacataire, expérience vécue de la précarité à l'université. Et c'est paru chez Stock. Et à vos côtés, il est revenu. Tout sourire. De vacances. Oui, vous avez de la chance. On n'en prend pas des vacances. Jean Quatremer, bienvenue à vous. Bienvenue. Je suis ravi d'être dans cette correspondant émission. correspondant européen de Libération, vous confirmez cette information? Absolument. Bienvenue à tous les trois. Et au pupitre, c'est notre ami Thibaut Soulcier. Bonsoir Salut, Renaud. Bienvenue Thibaut. Thibaut Soulcier, dessinateur bien sûr. Et je rappelle le titre de votre dernière BD, Dans la tête d'un dessinateur de presse, paru aux éditions XP. Tout de suite, on va commencer, Frédéric, avec la première actualité de la semaine, et c'est l'éviction de la télé américaine d'un humoriste vedette qui déplaît au président Trump. Ouais, Jimmy Kimmel, on le voit ici, suspendu d'antenne pour une durée indéterminée. C'est un humoriste animateur d'un très populaire Late Show, ces émissions du soir qui croisent l'humour et l'actualité. Il avait mis en cause à l'antenne les Trumpistes, coupables selon lui de vouloir profiter politiquement de l'assassinat de Charlie Kirk, cet influenceur ultra-conservateur tué par balle sur un campus américain. Donald Trump s'est publiquement réjoui de cette suspension d'antenne. Interrogé dans son avion sur cette affaire, le président américain menace même les chaînes qui s'en prennent à lui. When you have a network and you have evening shows and all they do is hit Trump, they give me only bad publicity or press. I mean, they're getting a license. I would think maybe their license should be taken away. Voilà, la menace est assez claire. Alors cet été déjà, un autre animateur très populaire, Stéphane Colbert, avait été aussi lui mis en dehors de l'antenne. Et puis cette semaine, Donald Trump a annoncé vouloir porter plainte contre le New York Times. 15 milliards d'euros, c'est ce qu'il réclame à cette institution de la presse américaine après un article qu'il estime déloyal. Alors aux États-Unis, la liberté d'expression est garantie théoriquement par le premier amendement de la Constitution. Jean Quatremer, elle est en danger selon vous, cette liberté d'expression aux États-Unis? C'est d'autant plus amusant qu'il faut se rappeler que l'année dernière, en début d'année, Jill Evans est venu en Europe. Le vice-président américain. Le vice-président américain, voilà, est venu en Europe à la conférence sur la sécurité de Munich et il nous a fait une grande leçon sur le free speech en expliquant que la liberté de penser, la liberté de parole était en danger en Europe et qu'il se tenait aux côtés de ceux qui étaient menacés. En clair, pour lui, l'extrême droite. Et on voit ce que ça donne aux États-Unis, c'est-à-dire que le free speech, c'est OK, mais uniquement pour ceux qui pensent comme les républicains et les républicains les plus extrémistes. Sinon, il n'y a pas de free speech. Cela étant, et c'est là où je mettrais quand même un petit bémol sur ce qui se passe, c'est que c'est vrai que là, l'État s'en mêle,
Mais il faut voir d'où on vient aussi, c'est que je dirais que l'anti-wokisme de Trump, c'est un nouveau wokisme d'extrême droite, mais qui répond au wokisme qu'on vient de traverser. Il y a des professeurs qui ont perdu leur chaire à l'université, il y a des gens qui ont été annulés parce qu'ils ont dit des choses qui ne plaisaient pas à une partie de cette gauche radicale. Donc, en quelque part, c'est le retour de bâton. Sauf que là, l'État s'en mêle, ce qui n'était pas le cas du temps des démocrates. Ouais, justement, c'est ce que disent les Trumpistes, Thomas Porcher, c'est qu'il y avait une hégémonie culturelle de gauche progressiste dans ces late shows et qu'il faut rééquilibrer. C'est un argument que vous entendez ? Mais je pense que ça n'allait pas aussi loin, parce que là, en fait, on est vraiment sur des critères qui sont difficiles à définir très clairement. C'est-à-dire, vous lisez le New York Times, vous êtes d'extrême gauche, vous avez rendu un jugement qui ne convient pas à Trump, vous êtes d'extrême gauche, vous parlez des impôts en économie, vous êtes d'extrême gauche. Enfin, vous voyez, donc là, pour moi, ça va même plus loin que le macartisme, parce que le macartisme, en fait, il y avait quand même des suspicions d'adhérer au communisme ou des indices qui faisaient... Moscou, en quelque sorte, on était en pleine guerre froide. Moi, ça me fait penser, alors, toute comparaison, proportion de comparaison gardée, mais plutôt au polpotisme. C'est-à-dire, tu as des lunettes, tu es un intellectuel, donc tu vas aller travailler au champ. Vous voyez, donc là, on est un peu dans le même genre de... Ça ne marche pas, puisque Jean Quatremer a des lunettes. Oui, voilà. Il n'y a pas que des intellectuels. On est sur quelque chose d'assez aléatoire et partiel. Voilà. Laetitia Stroche-Bonnard, en même temps, aux États-Unis, et Frédéric l'évoquait, la liberté d'expression, le premier amendement est supposé garantir de façon quasi sacrée, justement, cette liberté d'expression. Est-ce qu'il y a des mesures à prendre ? Les démocrates, d'ailleurs, envisagent... Ils évoquent une loi. Est-ce qu'il y a des mesures législatives à prendre pour essayer de la protéger des assauts trumpistes ? C'est possible, mais je pense qu'il faut rappeler d'abord ce qu'est le premier amendement. Le premier amendement protège la liberté d'expression face au gouvernement ou aux États, donc à des entités publiques. Et pour pouvoir montrer que là, le premier amendement a été bafoué, il faudrait arriver à prouver qu'il y a eu une pression directe de l'administration, en l'occurrence de la commission qui s'occupe de la communication, FCC, aux États-Unis. L'autorité de régulation des télécoms, comme en l'occurrence, vous voulez dire que des chaînes, là, en fait... ce show. Pardon, vous voulez dire en quelque sorte que là, des chaînes choisissent de devancer... C'est exactement ce qui s'est passé. La chaîne ABC, qui diffuse ce programme, finalement a été soumise à une forme de pression, plus ou moins implicite, explicite d'ailleurs, parce que le président de la FCC a parlé, s'est exprimé dans un podcast cette semaine pour expliquer qu'il allait peut-être sévir si les chaînes continuaient à diffuser cette émission. Et donc, c'est un peu le principe de la censure ou de l'autocensure, c'est-à-dire qu'on devance l'interdiction en l'appliquant soi-même. Et c'est ça qui est dangereux. Donc, au niveau légal, il n'est pas sûr que M. Kimmel ou même les auditeurs puissent arguer du premier abonnement, parce qu'il faudrait prouver ce lien. Le lien direct entre la fin du programme, le lien de causalité et l'ordre de Trump. Mais de toute façon, d'un point de vue, disons, politique, on voit bien que ça pose un grand problème. Et en effet, sur la liberté d'expression, je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit Jean Quatremer sur l'anti-wokisme d'aujourd'hui. Finalement, on assiste à une réponse encore plus brutale à un phénomène de wokisme qu'il était déjà. Et c'est quand même terrifiant de voir une très grande démocratie sombrer là-dedans. Un dessin de Thibaut Soussier. C'est Trump qui fait la chasse aux sorcières et qui brûle ses opposants et démocrates et humoristes en disant « You're fired ». Merci. Merci Thibaut. Frédéric, c'est l'heure de votre duel de la semaine. Ce duel, il oppose deux cousins de l'extrême droite française. Oui, à ma gauche, Renaud, Philippe de Villiers, 76 ans, le très souverainiste ancien ministre, créateur du parc du Puy du Fou en Vendée, devenu essayiste à succès avec ses livres qui mêlent nostalgie, sentiment de déclin et dénonciation des élites. À ma droite, Marine Le Pen, 57 ans, chef de file des députés du Rassemblement national. Et ce sera sans elle. Marine Le Pen l'a annoncé, elle ne signera pas la pétition créée par Philippe de Villiers, pétition en ligne qui revendique près de 1 700 000 signatures pour réclamer un référendum sur l'immigration. Alors ce chiffre est sujet à caution. Aucune vérification d'identité n'est demandée aux pétitionnaires. Il est possible de signer avec plusieurs mails, plusieurs fois. Ce qu'il faut, c'est évidemment les comparaisons, par exemple, avec la pétition écolo contre la loi Duplon et contre les pesticides. Il fallait alors s'enregistrer et prouver son identité. Mais ce n'est pas la faille méthodologique qui a dissuadé Marine Le Pen d'apposer son paraphe. Non, la patronne des députés RN estime que ce n'est tout simplement pas son rôle. Moi, je ne signe pas de pétition. Moi, parce que moi, je dépose des propositions de loi. Tout le monde sait ce que je pense de l'immigration. J'ai peut-être pas besoin d'aller signer une pétition.
Voilà, les pétitions, très peu pour moi, dit Marine Le Pen, même si son parti, il y a quelques mois, regardez, avait précisément lancé une pétition pour soutenir sa candidate condamnée en justice. L'avantage de cet outil, la pétition, c'est que vous récoltez des mails et vous pouvez constituer des fichiers de sympathisants qui peuvent être utiles pour la suite. D'ailleurs, la pétition de Philippe de Villiers sur l'immigration propose justement de laisser ses coordonnées à qui ? Eh bien notamment à la société qui édite le Journal du Dimanche, propriété du groupe Bolloré, qui a ouvertement créé, propulsé cette pétition. D'ailleurs, les médias de ce groupe ultra-conservateur, Europe 1, CNews et donc le JDD ont inlassablement recensé et encensé les responsables politiques qui ont signé la pétition depuis quelques jours. Éric Ciotti, Laurent Wauquiez, Éric Zemmour, mais pas Bruno Retailleau. Tiens, le ministre de l'Intérieur dit que ce n'est pas son rôle de signer des pétitions comme Marine Le Pen. Mais alors, si la chef de file du RN refuse de signer ce texte, ce n'est peut-être pas seulement une question de méthode, mais aussi de fond, de ce qu'elle contient, cette pétition. Dans le détail, elle reprend la thématique du grand remplacement. Nous sommes en train de changer de peuplement, est-il écrit. Ainsi s'organise la disparition d'un peuple. Or, Marine Le Pen a toujours refusé d'utiliser cette rhétorique et ce mot de grand remplacement. Alors, on parlait tout à l'heure du succès de la pétition écolo contre la loi Duplon et les pesticides. Le texte de Philippe de Villiers y fait allusion, je vous le cite, une pétition a voulu sauver les abeilles, les oiseaux et les sols. Aujourd'hui, ce sont les Français qu'il faut sauver, les derniers Français, avant qu'il ne soit trop tard. Alors, sans doute, Marine Le Pen a-t-elle pensé à un futur débat d'entre-deux tours, là où il faut évidemment élargir son électorat pour espérer l'emporter. Or, son adversaire aurait pu lui brandir ce texte. Vous l'avez signé il y a quelques années, vous êtes donc extrêmement radical. Thomas Porcher, on a parfois évoqué les gauches irréconciliables. Est-ce qu'on assiste là à des extrêmes droites irréconciliables ? Moi, je pense que Marine Le Pen n'a aucun intérêt à s'afficher avec, certes, une personne qui vend énormément de livres, mais qui, en politique, ne pèse pas grand-chose. Philippe de Villiers. Voilà, Philippe de Villiers, alors qu'elle est là dans une dynamique d'accession au pouvoir, et donc le parti doit être modéré. De respectabilité, vous voulez dire, c'est la fameuse stratégie de la cravate, oui, on parle de ça souvent. Tout à fait. Sur l'immigration, ils sont identifiés par tout le monde, et d'ailleurs, je pense que c'est un des sujets où ils ont une constante, parce que sur l'économie, ils voulaient sortir de l'euro, maintenant ils sont pro-business, pro-patronat. Donc là-dessus, le but, c'est d'aller convaincre le plus possible. Donc pourquoi finalement se salir sa réputation en allant signer la pétition ? Oui, on pourrait lui retourner au deuxième tour, et ce serait très mauvais pour elle. Pétition d'ailleurs dont on ne connaît même pas la question, Laetitia Stroche-Bonnard. On dit, voilà, c'est sur l'immigration, et ce serait extrêmement difficile à faire compte tenu de la Constitution telle qu'elle est aujourd'hui, la Constitution. C'est exactement ce que j'allais vous dire. On ne connaît pas la question, donc c'est assez grotesque, je trouve, la pétition de Philippe de Villiers qui propose un référendum, un référendum sur l'immigration. Bon, admettons que ce soit possible constitutionnellement, qu'on change la Constitution pour faire un référendum sur l'immigration. Ça ne nous dit pas quelle est la question qu'on va poser. C'est quand même pas, ça n'est pas très facile de trouver une question qui se situe à un niveau politique quand même assez large. On ne va quand même pas poser la question, est-ce que vous voulez moins d'immigration, 50% de moins, 20% de moins, 10%, un questionnaire à choix multiples. Enfin, c'est un peu absurde. Et c'est là qu'on voit que c'est essentiellement un projet qui est métapolitique. Il s'agit de prendre une position et d'agréger des gens finalement, ils veulent se compter entre eux, je pense. Et justement, comment faire, Jean Quatremer ? D'un point de vue constitutionnel, c'est très probablement inconstitutionnel, impossible, illégal. Et en même temps, cette idée de dire on va donner la parole au peuple, il faut le consulter, y compris sur l'immigration, c'est quelque chose qui est plutôt populaire dans les sondages. Donc comment est-ce que les politiques peuvent résoudre cette contradiction ? Marine Le Pen a répondu à votre question en disant si vous votez pour moi, vous votez pour mon parti, vous votez donc pour une certaine politique d'immigration. Et sur l'immigration, ils sont extrêmement clairs. Préférence nationale, on ferme les frontières, etc. On n'applique plus les directives européennes qui nous obligent à accueillir un certain nombre de gens. Je veux dire, son programme est clair. De ce point de vue-là, elle a raison de refuser l'idée d'un référendum. En plus, elle souhaite un référendum. Elle veut changer la Constitution pour un référendum. Oui, mais là, ce que dit Thomas, je crois que c'est ça qui est important, c'est le fait qu'elle sait qu'elle va accéder au pouvoir. Elle sait, les sondages aujourd'hui montrent qu'il y a une dissolution, ils sont déjà à 42%, c'est le parti qui progresse le plus, et sans doute en 2027, il y a quand même une chance, forte chance, que le Rassemblement national... Plutôt à 34-35, ce qui est déjà, mais pas à 42. Hein. J'ai vu un sondage à 42, oui, pour les législatives, là j'ai vu un sondage, cela étant... Il y a toujours est-il qu'ils sont... c'est un parti qui a une dynamique de prise du pouvoir. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? C'est qu'on commence à s'élargir vers le centre. C'est tout, c'est exactement l'inverse de ce que fait LFI, qui lui cherche à se renfermer sur sa propre base. Donc c'est plutôt malin de sa part, je trouve. Un dessin de Thibaut Soussier. Oui, c'est la petite épicerie Le Pen depuis 1972 qui est à côté de l'hypermarché Bolloré et qui a peur de se faire grand remplacer dans son business. Merci Thibaut. C'est l'heure maintenant de la une internationale. C'était hier à la une du Corriere della Sera, le quotidien italien. Gaza,
l'Europe sanctionne Israël. Assez d'horreur. La Commission européenne hausse le ton contre Israël au moment où Benjamin Netanyahou renforce son offensive meurtrière à Gaza. Bruxelles propose de taxer les importations en Europe de certains produits israéliens et réitère sa proposition de sanctionner 2 ministres d'extrême droite ainsi que des colons extrémistes en Cisjordanie. Ces sanctions inédites marquent-elles un tournant? Peuvent-elles peser pour la conclusion d'un cessez-le-feu? Jean Quatremer. Il ne faut pas oublier qu'elle sanctionne aussi des dirigeants du Hamas qui ont organisé le pogrom du 7 octobre quand même, parce qu'on dit toujours on sanctionne Israël, mais une guerre ça se fait à 2. En l'occurrence, ils proposent la sanction contre des dirigeants du Hamas. Et il faut que ces sanctions soient validées ensuite par chacun des États. Hein. Non. Alors le problème c'est qu'il faut une majorité qualifiée pour imposer des droits de douane à un certain nombre d'importations israéliennes. Et aujourd'hui, cette majorité qualifiée, c'est 55% des États représentant 65% de la population. Elle n'est pas réunie parce que l'Allemagne ne veut pas en entendre parler, ainsi que l'Italie, et ça suffit pour tout bloquer. Et les sanctions alors que la France est favorable. La France est maintenant devenue clairement un adversaire d'Israël. Et alors que les sanctions individuelles, il faut qu'elles soient adoptées à l'unanimité. Et là, c'est la Hongrie qui bloque, qui refuse seule ces sanctions individuelles. Donc, en clair, pour moi, il n'y a à peu près aucune chance qu'on arrive vers ces sanctions. Pourquoi est-ce que la Commission fait ça? C'est parce que, d'ailleurs, Ursula von der Leyen l'a dit très clairement lors de son discours la semaine dernière, elle a dit il faut que chacun assume ses responsabilités. Moi, je propose, je sais que les États ne sont pas d'accord avec moi, mais comme ça, vous savez que qui n'est pas d'accord pour sanctionner Israël, la Commission a joué son rôle, le Parlement européen a joué son rôle, les États ne veulent pas, qu'ils assument. Thomas Porcher, oui. Dans l'accord Union européenne-Israël, il y a une clause conditionnelle dans l'article 2 de respecter les droits humains. Cet accord s'applique si vous respectez les droits humains. Exactement. Là, visiblement, ce n'est pas le cas. Enfin, en tous les cas, tout le monde parle aujourd'hui de crimes de guerre. Donc, il y a peut-être quelque chose à jouer là-dessus. Mais effectivement, après, il y a toujours le processus européen de l'unanimité qui reste très compliqué. Ce qui choque un peu dans toute cette affaire, c'est que là, vous vous rappelez, il y a eu des sanctions qui ont été prises, des sanctions commerciales qui ont été prises contre la Birmanie, qui massacre allègrement actuellement la minorité musulmane des Rohingyas. Et là, la Commission n'a pas rétabli ces sanctions. Non. Même pas de sanctions contre le Nicaragua. Je veux dire, tout le monde se pose des questions. Pour revenir au sujet, Thomas Porcher, sanctionner la politique d'Israël, la politique du gouvernement Netanyahou, est-ce que ça vous semble légitime? C'est vrai que la France a pris cette position aujourd'hui. La France est l'adversaire, non pas d'Israël d'ailleurs comme vous le disiez, mais l'adversaire de la politique de Netanyahou, de la politique du gouvernement israélien. Je serais plus favorable, j'aurais tendance à être beaucoup plus favorable à des sanctions commerciales, et y compris sur l'armement, plutôt qu'à des sanctions sur les chercheurs ou sur les artistes, comme il se passe aujourd'hui. Donc c'est là-dessus qu'il faut se concentrer, me semble-t-il. Ça peut avoir des conséquences, justement, vers un cessez-le-feu. C'était ma question initiale. Est-ce que ça peut peser, Laetitia Stroche-Bodin? J'en doute. Je pense que le poids de l'Europe en la matière est quand même très faible. Après, ça a une signification politique. C'est censé envoyer un message qui dévoile, en fait, les positions des uns et des autres. Je pense que la difficulté pour l'Europe, c'est que l'opinion publique aujourd'hui, enfin ça fait 2 ans, est témoin et finalement jugée partie aussi de ce conflit. Et il ne faut pas oublier que les images sont extrêmement présentes. Enfin, imaginez-vous quand même que on peut voir en permanence des images de ce qui se passe à Gaza. On a vu des images aussi de ce qui s'était passé en Israël, que ça a beaucoup d'effets sur les opinions publiques. Imaginez qu'on ait vu les images de la Première Guerre mondiale, de la Seconde Guerre mondiale en direct. Et je pense que ça devient insoutenable pour beaucoup de gens. Et tout le monde a envie que ça cesse. Donc l'Europe essaie de trouver une solution. Moi, je ne pense pas que ça marchera, mais bon, elle est quand même dans son rôle. Merci Laetitia. Et lundi, on le sait, la France et d'autres États d'ailleurs reconnaîtront l'État de Palestine lors de l'Assemblée générale de l'ONU, ce qui a inspiré notre ami Thibault Soulcier. Oui, Macron est sur place et il dit « Je ne comprends pas, le GPS dit que ça devrait être ici, pourtant, la Palestine. » Merci Thibault. Marjorie, c'est à vous et à votre point com de la semaine. Ce soir, ce point com, eh bien, c'est l'accueil mercredi de Donald Trump au château de Windsor. Oui, une arrivée en grande pompe et surtout minutieusement préparée. Donald Trump et sa femme Melania ont eu droit à la totale. Tout d'abord, vous le voyez, le carrosse royal. J'espère que vous aimez les dorures Renault. Ah oui, ça va avec tout. Oui. Donald Trump en a pris plein la vue en matière de raffinement. Tout d'abord, une table de banquet longue de près de 50 mètres. Vous la voyez, elle était ornée de plus de 1400 couverts polis à la main, s'il vous plaît. Alors vraiment, ça brillait de tous les côtés. Espérons qu'il y aura suffisamment d'or scintillant sur la table du dîner pour Trump, nous dit par exemple cet internaute. Pour d'autres, Trump et le roi Charles III se sont bien trouvés.
quand vous vous connectez enfin avec cet ami qui aime l'or autant que vous. Alors, le président américain, lui, eh bien, il était visiblement comblé et surtout au sommet de sa politesse. Le raffinement serait-il contagieux? Charles and Camilla, they're friends of mine for a long time, long before he was king. And it's an honor to have him as king. Voilà, donc on n'a pas l'habitude de le voir aussi humble. C'est vrai que tout avait quand même été soigneusement préparé, notamment le menu rédigé en français, s'il vous plaît. Alors voilà ce qu'on y trouvait. Des œufs de caille ou encore une ballotine de poulet fermier en robe de courgette. Impossible pour certains internautes, c'est trop distingué. Alors certains croient savoir ce qu'a réellement mangé le président américain. Voici donc le menu officieux. Nuggets de poulet, bâtons de mozzarella ou encore dinde en forme de dinosaure. Alors, c'est vrai que la visite, on l'a dit, elle s'est tenue à huis clos à Windsor. Aucune interaction n'était prévue avec le public. Mais pour autant, ça n'a pas empêché les réseaux d'imaginer Trump se pavaner dans le château. Voilà à quoi il ressemble pour certains. Une tenue qui rappelle sans doute une certaine Elisabeth II. Mais la veille, en revanche, l'ambiance était tout autre, Marjorie. Oui, et pour cause des manifestants, en fait, avaient décidé de redécorer le château à leur manière. Alors, ils ont carrément réussi, vous le voyez, à projeter pendant plusieurs minutes des images sur l'une des tours. On y voit le président aux côtés de Jeffrey Epstein, ce criminel sexuel dont Donald Trump a longtemps été proche. Une affaire, vous le savez, dont le président n'arrive pas à se dépêtrer. Mais ce n'est pas tout, parce que bien avant le tapis rouge, eh bien, Trump a eu droit au tapis multicolore sur la pelouse de Windsor. Comment ne pas aimer les Britanniques, nous dit cet internaute. Alors pour information, sachez que ce tapis a été financé par les Anglais, par 1700 Anglais très exactement. Alors voilà, ça c'est pour tout ce qui s'est passé, mais il y a aussi eu un mécontentement qui était, disons, plus raffiné. Vous connaissez par exemple les assiettes en porcelaine rose, vous savez, un peu prout-prout là avec la famille royale. Ouais. Voilà. Ouais. Eh bien, regardez qui semble s'être glissé discrètement au milieu. Voilà, Trump et Epstein. Et les manifestations se sont tenues aussi en dehors de Windsor. Oui, parce qu'en fait, certains ont sorti, notamment dans Londres, mais pas que, leurs plus belles marionnettes. Alors vous avez par exemple le Trump gonflé à l'hélium, que voilà, mais aussi le baby Trump ou encore, je l'aime bien celui-là, le Trump Pinocchio. Alors, c'est la deuxième visite officielle de Donald Trump en Angleterre depuis 2019. Les manifestants disent qu'ils ne comprennent pas cet accueil en grande pompe. Est-ce qu'au final, justement, cet accueil, Laetitia Stroche-Bonnard, il est légitime ou c'est normal que ça choque compte tenu de l'actualité ? Il faut plutôt l'analyser comme un fait politique. La royauté, la famille royale, c'est un peu l'atout-charme de la politique britannique. Donc la famille royale est utilisée par le gouvernement en place quand il veut discuter de certaines choses. Et Keir Starmer, le Premier ministre britannique, a besoin de discuter avec Donald Trump d'un certain nombre de sujets. Il a besoin de le convaincre. Et donc, eh bien, il a son moyen tout trouvé. Je pense qu'il faut plutôt l'analyser comme ça. Alors bien sûr, pour plaire à Trump, ensuite, il faut sortir tous les soldats, toutes les décorations, toutes les dorures. Donc, voilà, je pense qu'il faut plutôt l'analyser comme ça et on verra peut-être dans quelques temps ce qui en ressort. Il ne faudrait pas que Trump se réveille un matin et pense que le Royaume-Uni est dans l'Europe et réaugmente les droits de douane du Royaume-Uni qui sont en dessous de l'Europe. Donc je pense que l'atout charme est là. C'est exactement la chose importante, c'est qu'en juillet dernier, ils ont négocié un accord avec Trump, il n'est pas encore signé, et donc on essaye de l'amadouer par tous les moyens possibles pour éviter effectivement qu'un matin, il se réveille et qu'il réaugmente les droits de douane. C'est ça qui se joue en réalité. On en est tous là. Je veux dire, quand vous voyez le secrétaire général de l'OTAN au moment du sommet de l'OTAN au mois de juin dernier qui dit que Trump est comme un père pour l'Europe, il l'appelle papa, je veux dire, on est quand même sidérés et ça montre comment nous, les Européens, nous considérons Donald Trump. Justement, ne prenez pas de risques, n'allez pas trop loin quand vous parlez du président américain. Jean Quatremer, un dessin de Thibaut Soulcier. Trump a été reçu par le roi, il est ravi, et le roi Charles pense, bouffon, va. Merci. Mais c'est pas notre présentateur. Merci Thibaut. Frédéric, l'autre actualité de la semaine, c'est la mobilisation sociale qui interpelle le nouveau Premier ministre. Oui, les syndicats qui donnent 5 jours, pas un de plus, à Sébastien Lecornu pour formuler des propositions, des concessions même, après le mouvement social réussi hier, ultimatum posé jusqu'à ce mercredi, donc jour du Conseil des ministres. C'était important de laisser au Premier ministre, vu la colère qui s'est exprimée hier et nos revendications, de lui laisser quelques jours et un petit peu de temps pour envoyer des signes positifs. Et on prendra ensuite en intersyndicale une décision mercredi soir ou peut-être jeudi, on va voir, selon les réponses du gouvernement.
Et les syndicats demandent à Sébastien Lecornu l'abandon notamment des mesures de François Bayrou, évidemment, l'année blanche fiscale, le gel des pensions, la hausse des franchises médicales. Mais ils demandent aussi de revenir sur la réforme des retraites et celle de l'assurance chômage. Bref, toutes les économies qui avaient été jusqu'ici énoncées par l'exécutif. Alors on va y revenir, mais Thomas Porcher, cette mobilisation sociale d'abord réussie, avec du monde, elle change le rapport de force selon vous ou pas? Oui, tout à fait. En plus, il n'y avait pas de mot d'ordre réel. Enfin, on ne se manifestait pas contre la réforme des retraites, etc. Monsieur Bayrou était tombé. Et le fait que les gens se mobilisent autant montre qu'il y a quelque part une colère dans le pays. Alors moi, je pense que la colère... C'est quoi cette colère? Oui. Alors, moi, il n'y avait pas de mot d'ordre. C'est quoi? Qu'est-ce qui fait descendre les gens dans la rue d'après vous? Je pense qu'il y a une colère contre les réformes qui ont été faites par Emmanuel Macron au début de son quinquennat en 2017. Baisse de fiscalité sur les très riches, etc. C'est pour ça d'ailleurs que la taxe Zuckman a trouvé une porte d'entrée énorme avec cette réforme de l'ISF et qu'elle a aujourd'hui que tout le monde en débat. Et puis après, il y a eu toutes les crises extérieures qui ne sont pas dues à Macron, celle du Covid, celle de l'inflation avec le conflit entre la Russie et l'Ukraine, qui ont obligé les Français à s'adapter, notamment au moment de l'inflation. Et aujourd'hui, on leur dit, écoutez, vous avez été trop gâtés, vous allez devoir faire des économies. Et ça, c'est très difficile à entendre, je pense, pour la majorité. Et donc, pour reprendre ma question, selon vous, ça a changé le rapport de force par rapport à il y a ne serait-ce que quelques jours, quelques semaines? En fait, c'est Emmanuel Macron qui va décider. En fait, soit il écoute la mobilisation tenue par des syndicats, soit il prend le risque que la mobilisation prenne une autre forme et qu'on se retrouve comme en 2018, au moment des Gilets jaunes, où là, il y a beaucoup moins d'emprise, c'est protéiforme, etc. Donc là, il doit écouter, moi je pense qu'il doit écouter un moment, 7 Français sur 10 sont contre la réforme des retraites, 8 Français sur 10 soutiennent la taxe Zuckman, il faut qu'il fasse avec ça. Il ne peut pas dire, non, écoutez, moi ça ne m'intéresse pas, on met de côté, puis on continue la même chose. Et Jean Quatremer, un ultimatum, alors que justement il n'y a pas encore de gouvernement, est-ce que ça a vraiment un sens? Est-ce que c'est utile? Là, j'ai un peu de mal à comprendre effectivement ce que veulent les syndicats, puisqu'il n'y a pas de gouvernement et on sait tous qu'il n'y aura pas de gouvernement avant au moins la première semaine, voire la deuxième semaine du mois d'octobre. Donc ça ne sert pas à grand-chose. Sébastien Lecornu ne peut pas faire grand-chose si ce n'est supprimer les avantages des anciens premiers ministres et des anciens ministres. C'est une des rares choses qu'ils peuvent faire par décret. Non, moi ce que j'ai trouvé un peu étonnant dans cette manifestation d'hier, c'est quand on regarde un peu plus largement ce qui se passe en Europe. Lundi, l'ancien président de la Banque Centrale Européenne, Mario Draghi, était à Bruxelles pour faire un grand discours sur l'état de l'économie européenne. C'est simple. Nous sommes en train de nous effondrer, mais nous effondrons littéralement. Et il a expliqué qu'il y a un an, il avait dit qu'il fallait 800 milliards d'euros d'investissement annuel pour qu'on puisse relancer la compétitivité, pour qu'on ne décroche pas dans le domaine de l'intelligence artificielle, pour qu'on ne décroche pas dans le domaine de l'innovation, pour que notre compétitivité s'améliore. Aujourd'hui, c'est plus 800 milliards, c'est 1200 milliards par an, parce qu'on n'a pas fait suffisamment. En France, nous avons un déficit de plus de 5% du PIB, une dette qui est à 115%, je pense sur votre contrôle, 115% du PIB, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus rien, c'est aussi simple que ça. Et il faut faire des efforts, il faut réarmer, il faut lutter contre le changement climatique et il faut de l'innovation. Et vous avez des gens qui manifestent pour des choses qui vont disparaître. Donc j'ai l'impression que c'est en mai 2010, en Grèce, à Athènes, j'étais à Athènes à ce moment-là, c'est le début de la crise de la zone euro. Non. Et il y avait une grande manifestation des Grecs qui étaient là, non aux mesures d'austérité. Les mesures d'austérité, il faut voir ce que c'était. En mai 2010, c'était rien. Ils étaient contre. 6 mois plus tard, c'était une catastrophe. Et là, ils ont connu l'austérité. Et c'est ce qui va nous arriver si on continue comme ça. Laetitia Stroche-Bonnard, Sébastien Lecornu, on sait, sa survie politique dépend d'une non-censure à l'Assemblée nationale et d'abord de l'attitude des socialistes. Avant même l'urgence du Front social qu'on évoquait à l'instant, est-ce que c'est pas ça sa première urgence? Et comment peut-il la gérer? Est-ce qu'il peut lâcher des choses au groupe socialiste pour le convaincre de ne pas censurer, par exemple sur les retraites qu'évoquait Thomas Porcher, sur le pouvoir d'achat ou sur la justice fiscale? Il peut faire des choses, mais la question c'est d'abord, que doit-il faire? Et je pense que ce qu'on attend, c'est quelqu'un qui nous dise la vérité. Alors, une partie de la vérité a été très bien dite par Jean Quatremer. Ça, c'est ce qu'a dit François Bayrou il y a 3 semaines, il n'est plus là. Alors, Bayrou, c'est un cas à part parce qu'il convainc tellement mal et il sait tellement moins mal bien que Jean Quatremer, vous voulez dire. Non, mais il faut aussi dire quelque Votez chose. pour moi. Les dépenses publiques en France sont très importantes, elles sont très élevées. Il n'y a pas d'austérité. D'ailleurs, si l'on en croit les projections de François Bayrou, la dépense publique aurait augmenté de 29 milliards l'année prochaine parce qu'il y a une augmentation naturelle des dépenses. Et ce que proposait M. Bayrou, c'était juste de ralentir cette augmentation ou qu'elle soit moins importante. Donc, enfin, réveillons-nous, en fait. Nous n'avons Il n'y a rien à lâcher, c'est ce que vous dites? Non, il n'y a rien à dire, rien à lâcher, rien à négocier. Il faut arriver à baisser les dépenses publiques pour un jour baisser les impôts. Et je rappelle que quand on baisse les impôts des personnes, des individus, on leur donne de la liberté.
de la liberté de choix dans leur vie. Et donc, Moi, même ça cause, que même j'attends conséquence, d'un- Sébastien d'un- Lecornu va être... personnalité politique, pardon. Si on vous entend, même cause, même conséquence, Sébastien Lecornu va être balayé comme François Bayrou. Non, mais il peut jouer sur Mais l'impôt. ça dépend quel est son but. Est-ce qu'il veut être à la hauteur de la situation ou est-ce qu'il veut juste garder son poste le plus longtemps possible? Non, mais il peut jouer sur l'impôt, encore une fois. Par exemple, prenons l'impôt sur le revenu. En France, 50% des foyers ne payent pas d'impôt. En Belgique, c'est même pas 10%. On commence à payer l'impôt très tôt. Ensuite, il y a une montée extrêmement rapide, et jusqu'à 40% d'imposition. Et puis ensuite, il n'y a plus d'augmentation. Pourquoi ne prévoyons-nous pas des tranches à 50, 60, 70%? Un mot, Thomas Porcher. Alors là, un mot. On pourrait changer pour moi le barème, surtout ceux qui gagnent 20 fois le SMIC, surtout 20 fois ou 10 fois le SMIC, là on pourrait leur mettre une tranche supplémentaire. Mais après, la fiscalité, là, elle se concentre plutôt sur une taxe dont on a beaucoup parlé, qui est la taxe Zuckman, que la majorité des gens, tout partis confondus, plutôt sont pour, voilà, favorables. Merci. On va vous laisser négocier tous les deux le budget. Voilà, Je suis pas sûr de pas vous censurer quand même. Je vais réfléchir. Un dessin de Thibaut Soulcier. Oui, Bayrou est parti, mais l'esprit de Bétaram est resté avec un CRS qui botte des fesses. Merci Thibaut. Et nous allons maintenant passer, mes amis, à vos photos de la semaine. Vous avez chacun choisi une photo qui illustre à vos yeux l'actualité de la semaine, un autre sujet d'actualité. On va commencer avec votre photo. Laetitia Stroche-Bonnard, vous nous emmenez en Inde. Joyeux anniversaire, monsieur le Premier ministre, 75 ans, on me dit. Narendra Modi a eu 75 ans cette semaine et vous voyez que beaucoup d'Indiens ont participé à cette célébration. Alors j'ai choisi cette photo parce que c'est quelque chose de complètement grotesque, hein, vous serez sans doute d'accord, mais ça a aussi quelque chose d'assez glaçant parce que ça signifie quand même que dans une démocratie, parce que l'Inde est une démocratie, il faut se réjouir, on est obligé de se réjouir collectivement de l'anniversaire de son dirigeant. Quand on voit ce genre de choses, on est quand même content d'être dans une démocratie libérale comme la nôtre. Imaginez si nous devions porter le masque d'Emmanuel Macron chaque année le jour de son anniversaire. Certains le portaient dans la rue cette semaine, mais ce n'était pas avec le même message. Avec le même motif, je pense. Merci Laetitia. On va enchaîner avec votre photo, Thomas Porcher. Rappelez-nous qui est cet homme et pourquoi donc il va être jugé prochainement. Il s'agit donc de Luigi Mangione. Voilà, alors c'est l'homme qui a tué Brian Thompson, qui est le PDG d'une des plus grandes compagnies d'assurance privée américaine. Et c'est pas tant le personnage qui m'intéresse que la réaction qu'il a suscité auprès d'un certain nombre de personnes qui l'ont vu, qui l'ont présenté comme un héros. Et là, c'est assez impressionnant parce qu'on se rend compte finalement que dans la première puissance mondiale, l'économie la plus riche, vous avez pour un certain nombre de gens une forme de violence invisible et légale exercée par les assurances de santé privées. Voilà, et c'était juste ça, moi, qui me choquait, parce que normalement, personne ne devrait se réjouir d'un meurtre comme ça qui est fait en pleine rue de la part de quelqu'un. Merci Thomas, et on va finir avec votre photo, Jean Quatremer, en toute modestie, en toute humilité. Vous êtes venu avec un selfie, c'est ça? Non, pas tout à fait. Évidemment, une icône, un grand acteur, un immense acteur hollywoodien, Robert Redford. Il y a 30 ans. Robert Redford qui nous a donc quittés cette semaine. Oui, c'est une certaine Amérique à qui on dit adieu. D'abord, je dis adieu aussi à ma jeunesse en passant, parce que j'ai été élevé avec, évidemment, Robert Redford, un des plus grands acteurs qu'on ait eu, à mon sens. Et c'est vraiment une Amérique rêvée, une Amérique démocrate, une Amérique qui est contestée, une Amérique où on savait parler, où le président ne parlait pas comme un enfant de 10 ans. Et c'est cette Amérique-là qui disparaît avec lui. Et pour moi, ça restera surtout un homme qui m'a donné envie du journalisme avec Les Hommes du Président, où il a joué justement les enquêteurs. Avec Dustin Hoffman. Voilà, avec Dustin Hoffman, du Watergate. Et c'était absolument extraordinaire, parce que c'était vraiment une enquête. C'était une époque où les journalistes ne se comptaient pas de recopier des dépêches AFP ou Reuters, mais faisaient du vrai travail d'investigation. Et c'est ça qui disparaît actuellement. C'était mieux avant. Il y avait pas... C'était mieux avant, oui, il y avait moins d'intelligence artificielle, mais de vraie intelligence humaine. Merci. Merci Jean Quatremer. Un dessin de Thibaut Soulcier. Oui, les amateurs de cinéma sont en deuil, mais les amateurs de mèmes aussi sont en deuil. Et moi, je regarde en boucle le chef-d'œuvre de Robert Redford depuis mardi dernier. Merci Thibaut. Et accueillons maintenant notre invité de la semaine. Chloé Verlac est éditrice. 10 ans après, elle perpétue l'œuvre, la mémoire de son compagnon, le dessinateur Tinius, assassiné lors de l'attentat de Charlie. C'était le 7 janvier 2015. Et Chloé Verlac orchestre une exposition qui est à la fois très belle, très émouvante. Bienvenue à vous. C'est à Montreuil, bien sûr, en région parisienne. On y retrouve évidemment de très nombreux dessins de Tinius, de l'œuvre de Tinius dont on va parler, puis aussi des œuvres qui ont été choisies par une quinzaine de personnalités, des artistes, pas seulement d'ailleurs aussi l'ancienne ministre de la Culture Rima Abdul-Malak, mais aussi le cinéaste Robert Guédiguian et bien d'autres, des œuvres qui dialoguent en quelque sorte avec les œuvres de Tinius. Et puis tout d'abord, une toute première question, Chloé Verlac, c'est le titre de cette exposition, donc
T-News manifeste. Alors comment l'entendre? On peut entendre ça de plusieurs façons. T-News manifeste, manifestation, on en a parlé d'ailleurs, il y en a dans l'actualité. Et puis c'est aussi un manifeste en quelque sorte de ce qu'est l'œuvre de T-News et puis de ce qu'est peut-être l'héritage de ce que ça peut être aussi pour le dessin. L'idée, c'était effectivement ce jeu de mots et de laisser aussi aux gens ce double sens et qu'ils puissent y retrouver ce qu'ils avaient envie. La première grande exposition de T-News au Centre T-News d'art contemporain était en 2022. Elle s'appelait T-News Forever. C'était pour moi un grand cri d'amour voilà, à mon amoureux et aussi à ce très grand dessinateur. Et là, on est 10 ans après. Moi, j'aime pas les commémorations, j'aime pas les hommages. Je pense qu'il faut rester dans la vie. La plus belle des choses à lui offrir, c'était quelque chose de vivant. Moi, j'ai rencontré T-News à la fête de l'UMA. Non, mais T-News, c'était un politique. Donc, il fallait qu'on ait ce côté... Aujourd'hui, on a encore des choses à revendiquer. Et le manifeste littéraire artistique, il est beau. Comment est-ce que vous définiriez, imaginons pour ceux qui ne connaîtraient pas encore l'œuvre de T-News, comment est-ce que vous définiriez son dessin, son trait? Parce qu'à la fois, c'est de l'humour, c'est évidemment de l'humour, c'est assez corrosif, mais en même temps, c'est toujours tendre. C'est un grand gentil aussi. Et ça se voit aussi dans ses dessins, non? T-News, moi j'aimais à dire que c'était l'irrévérence classe. Mais effectivement, c'était un homme extrêmement tendre. Il avait souvent, quand les sujets étaient un peu difficiles, moi il y avait quelques dessins qui des fois me heurtaient. Il me disait, mais tu sais Chloé, c'est pas moi qui suis dur, c'est le sujet. Et pourquoi c'était important pour vous d'instaurer justement ce dialogue entre ces personnalités et les dessins de T-News? Parce qu'il est très difficile aujourd'hui d'exposer absolument tout ce que l'on veut. Et les grands artistes contemporains ne souffrent pas de la même censure que les dessinateurs de presse. Donc j'ai voulu changer de paradigme et faire rentrer T-News dans la cour des grands artistes contemporains. Et pour ne pas être taxé de trop de mauvaise foi, je voulais inviter d'autres gens. Justement, donc ces artistes, ces personnalités d'ailleurs, en sens large, ont prêtent des œuvres qui dialoguent. Là, on voit, par exemple, la chef d'orchestre Emmanuelle Haïm qui a prêté un certain nombre d'œuvres on voit ça à l'écran. Qu'est-ce que ça illustre et en quoi c'est un reflet ou un dialogue qui fonctionne justement bien avec les dessins de T-News? Alors ça, c'est la liberté de chaque invité. Moi, je voulais donc des artistes, des personnalités politiques, publiques, et à laquelle je leur envoyais une sélection de dessins de T-News, et eux faisaient ce qu'ils voulaient. Donc soit ils répondaient au dessin au cas par cas, soit ils répondaient à l'œuvre en général, ou à ce qu'ils sentaient de T-News. Et donc c'est eux, à la liberté avec laquelle ils avaient envie, qui m'ont prêté leurs œuvres. T-News, ce pseudonyme, ce nom d'artiste, il lui venait d'où? De sa grand-mère, je crois, en occitan, c'est ça? Oui, sa grand-mère qui lui disait « Oh mon Dieu, que tu es T-News ». Bon, je fais pas très bien l'accent, mais en gros, c'est ça. Et en fait, T-News, à l'époque, croyait qu'on était obligé de prendre un pseudonyme. Ouais. Mais parce que ça veut dire teigneux, c'est ça? Ça veut dire petite teigne. Ah, petite teigne, voilà. Mais c'est un peu affectueux, en fait. C'est une teigne un peu gentille, en fait. Oui, c'est ça, c'est le turbulent, un peu révolté, le punk, quoi, mais gentil. Et vous le disiez, Chloé Verlac, vous le disiez, cette exposition, elle est donc au Centre d'art contemporain qui porte son nom, T-News, à Montreuil. Ça veut dire que le dessin, et notamment le dessin de T-News, et d'autres sûrement, c'est aujourd'hui de l'art contemporain, ça doit être reconnu comme tel. Et qu'est-ce que ça signifie à vos yeux? Je ne parlerai pas pour les autres. Je trouve... Moi, j'ai besoin qu'on reconnaisse le talent de T-News, qui est un très grand dessinateur, qui est un très grand aquarelliste, on ne connaît pas encore suffisamment bien ses dessins de reportage qui sont des trésors. Et il a créé une ligne, un style, quelque chose. Et je veux lui donner absolument cette place-là. Je pense qu'il la mérite et qu'on est nombreux à acter avec des dessins, souvent, d'ailleurs, on le voit à travers cette exposition, assez intemporels, en fait. Ce sont des dessins qui ont évidemment plus de 10 ans. Et pour autant, dans le trait, dans le sujet, dans la façon d'aborder le sujet, c'est des dessins qui n'ont pas vieilli, au contraire, qui sont devenus éternels, en quelque sorte. Ce n'est pas juste des dessins d'actualité périssables. Mais c'est en ça que T-News était formidable. C'est-à-dire que c'était un très grand dessinateur, mais c'est un très grand journaliste qui avait une analyse politique extrêmement fine, vous le savez. Ça me dit quelque chose, oui, j'ai quelques souvenirs. Et c'est ça qui est très beau aussi, c'est de se rendre compte de la pertinence et de l'intelligence de l'homme. Merci Chloé. Puis il faut signaler donc aussi une foultitude de dessinateurs qui ont prêté leurs dessins, qui dialoguent, donc Catherine Meurice, Aurel, puis aussi évidemment Pascal Gros, habitué du Club de 28 minutes. Évidemment.
les grands compagnons, évidemment, plus que ça, même de T-News. Merci beaucoup, Chloé Verlac, d'être venue évoquer donc, cette exposition T-News Manifeste. Rappelons le titre. C'est au centre T-News d'art contemporain à Montreuil jusqu'au 25 octobre. Et puisqu'on parlait de dessin, eh ben, l'hommage de notre ami Thibaut Soulcier. Oui, T-News est éternel parce que 10 ans après, ces dessins servent toujours à détecter les tristes cons. C'est vrai que ça marche toujours, ça. Merci Thibaut, merci Chloé. Merci beaucoup. C'est maintenant dans un instant, merci beaucoup. C'est l'heure d'accueillir maintenant notre ami David Castello-Lopez, en vrai, sur ce plateau. Il va vous succéder dans un instant. Le voici, David. Chaque semaine, vous venez nous parler d'un objet et vous vous posez des questions que pas grand monde, il faut bien le reconnaître, à part vous, ne se pose. Votre chronique s'appelle « Le monde des choses ». Le monde des choses, le monde des choses. Et ce soir, David, vous allez nous parler d'un drôle de poisson, le silure. Oui, vous savez, c'est pas tout à fait une chose, c'est un poisson. Le 1er mai dernier, j'étais sur Instagram et je regardais comme toujours des dizaines de vidéos très satisfaisantes de gens en train de nettoyer des choses sales. Vous voyez à quel point c'est agréable ça. Et puis, au bout d'un moment, je suis tombé sur ça. Une vidéo postée par Jamel Debbouze, l'humoriste, et dans laquelle on voit ce jeune homme. On les abîme pas, on les laisse dans l'eau. Mais par contre, il faut qu'il aille l'attraper avec un gant en l'attrapant par la bouche. Un jeune homme raffiné et enthousiaste, avec une voix d'un autre temps qui a tendance à partir dans les aigus. Il s'appelle Bill François, et dans la vidéo, on le voit en train de pêcher dans la Seine. Et il ne pêche pas n'importe quoi, il pêche donc ce poisson qui s'appelle le silure, et qui a la particularité d'être très très grand. Celui qu'on voit sur ces images, il mesurait 2,10 mètres. Mais c'est incroyable ce que... Et Franchement, découvrir que dans la Seine, en plein centre de Paris, il y a des poissons qui font 2,10 mètres, ça m'a coupé le souffle. Et ça a coupé le souffle à une bonne partie de la population française, au point que Bill François, le pêcheur, en quelques jours, s'est devenu une star, invité sur tous les plateaux télé pour parler principalement des silures. Beaucoup de gens ont donc appris simultanément l'existence des silures et l'existence de Bill François. Alors le silure, c'est un poisson avec des moustaches, des petits yeux, une grande bouche et qui mange de tout, y compris des pigeons. Et Bill François, c'est un personnage fascinant lui aussi. Déjà, il s'appelle Bill François. On dirait une blague. Il est aussi normalien, docteur en physique. Il a les diplômes pour être patron du CAC 40, mais il a préféré pêcher des gros poissons. Il parle aussi super bien, au point qu'il a remporté plein de concours d'éloquence nationaux. Il a publié plusieurs livres de vulgarisation sur les poissons, dont un qui lui avait valu d'être reçu ici même à 28 minutes il y a quelques années. Bill François, le plus grand menu du monde, bonsoir. Bonsoir. Chez Fayard, c'est paru il y a un mois, hein, à peine. C'est ça. Et par un hasard très très agréable, au mois de juin, on était invités tous les deux à être jury dans un concours d'éloquence, justement. Regardez, c'est nous, là, en train d'écouter des gens qui parlent de façon un petit peu trop théâtrale. Et puis, il m'a dit, mais David, ça t'intéresse de pêcher le silure avec moi dans la Seine? Et j'ai dit, ben oui, évidemment que ça m'intéresse. Et il m'a dit, en revanche, c'est tôt, hein, il faut être sur place à 7h du matin. J'ai dit d'accord, et il y a quelques jours, donc, j'ai traversé Paris en pleine nuit pour aller sur le pont de la Tournelle, juste derrière Notre-Dame, à l'endroit même où a été tournée la vidéo de Jamel. Bill est arrivé avec une démarche très déterminée, vous pouvez le voir. Il a lancé ses appâts et très rapidement, on a vu un silure, mais qui est parti tout de suite. Il a quand même effrayé les canards, que vous allez voir juste à côté. Canards qui ont raison d'être effrayés, puisque les silures adorent manger les canards. Et puis, il a fallu attendre un grand moment, changer d'endroit, 4 fois, voir le soleil se lever sur la Seine. On commençait à se dire que ça n'arriverait pas, mais finalement, au bout d'1h30, ça a mordu. On est descendu par les petits escaliers qui vont jusqu'à la Seine, et il était là. Un vrai silure d'1,50 m de long, avec ses petits yeux, ses moustaches, sa peau infiniment gluante. Quelle gluance! Qui lui sert, c'est le summum de la gluance. C'est une des choses. C'est la chose la plus gluante que tu verras dans ta vie. Monde, quoi. Oui. Son air aussi général de monstre préhistorique. Et tout à coup, j'ai eu l'impression qu'on était au bord d'une rivière sauvage en Alaska, alors qu'en fait, on était à Châtelet-Les-Halles. Alors, il a fallu trouver un nom à ce nouveau silure. Et vous me connaissez, je suis très corporate. Ouais. Hein, alors, j'ai pas cherché longtemps. Si on l'appelait du nom de la chaîne? Bah voilà. Arte. Arte, bah très bien, c'est Arte. Allez, Arte repart à l'eau. Arte repart à l'eau. Hop là, tiens, voilà, il y va. Hop, ciao. Regarde ça, je tombe.
Ah, tu vois, il part sans demander son reste. Ouais. Donc voilà, la prochaine fois que vous voyez un silure du côté de Châtelet-Léal, Ouais. il y a des chances que ce soit Arte. Merci David. J'ai un peu peur parce qu'en général, vous m'offrez un truc. Non, là, vous l'avez pas. Non, vous l'avez mangé. Ça aurait été un petit peu massif. Le silure. Alors ça, il vaut mieux pas les manger parce qu'ils accumulent des petites toxines. Il vaut mieux pas. Ça Merci va pas en tout tout de suite. cas. Merci David. Quelle aventure. Un dessin de Thibaut Soulcier. Oui, ce week-end, pour les Journées du patrimoine, si vous passez par Pau, allez voir leur monument national qui travaille très fort dans son bureau à la mairie. Merci Thibaut, merci David, merci à tous les amis. On se retrouve demain à la même heure, 20h05 sur Arte pour 28 minutes samedi et son club international. Et comme toujours, on va se quitter en musique. Bah tiens, avec un clin d'œil à votre chronique, David. Bien sûr, vous nous parliez de poissons à l'instant. Eh ben, on va aller voir qui ? La maman des poissons, Bobby Lapointe. Tchuss. La maman des poissons, elle est bien gentille, elle ne leur fait jamais la vie, ne leur fait jamais de tartines. Ils mangent quand ils ont envie et quand ça a dîné sardine. La maman des poissons, elle a l'œil tout rond, on ne la voit jamais froncer les sourcils. Ses petits l'aiment bien, elle est bien gentille et moi je l'aime bien avec du citron. La maman des poissons, elle est bien gentille, s'ils veulent prendre un petit verre.